Bonjour à tous et encore merci d'être avec nous cet après-midi dans cette petite émission Zigzag, émission culturelle, même émission qui part au-delà de la culture parce qu'aujourd'hui on va parler un peu de médecine, on va parler de médical, peut-être aussi de paramédical, qui sait. Aujourd'hui j'ai avec moi le plaisir d'avoir Roger, oui, Béatrice Roger, comment ça va? Bonjour Monsieur Jean-Claude, ben ça va. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet très important. Tu n'es pas venu tout seul, tu es venu avec quelqu'un? Avec mon époux, oui, effectivement, mon Pascal. mari. Oui. Oui, bonjour. Pascal, comment ça va Pascal? Ça va très bien, merci. Bonjour. Merci. Hein. Et je pense que le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet que vous connaissez bien tous les deux parce que vous êtes, comme on dirait, noyés dedans, presque, et bien plus particulièrement Béatrice qui est noyée dedans. Oui. C'est une maladie qui s'appelle la drépanocytose, c'est comme ça? Voilà, c'est ça. J'ai bien prononcé? C'est bien ça. En 2 mots. Alors, en 2 mots, c'est une maladie génétique et héréditaire, donc que j'ai reçue de mes parents. Okay. À savoir que c'est une maladie qu'on peut détecter dès la naissance par le biais d'une prise de sang. Ouais. Mais dès la naissance, on peut le même aussi détecter avant la naissance avec une analyse bio, avec le liquide amniotique? Non. L'analyse du liquide amniotique? Non, c'est uniquement par le biais d'une prise de sang. D'une prise de sang. Voilà, malheureusement. Après, les médecins, ils peuvent, entre guillemets, savoir un petit peu à l'avance si l'enfant sera porteur ou non de la maladie, puisque si les parents eux-mêmes, ils ont la drépanocytose, donc ils ont fait des analyses génétiques. Si eux-mêmes, ils sont porteurs de cette maladie, donc forcément, l'enfant, lui aussi, il va avoir les 2 gènes, en fait. Et l'enfant, il va énormément souffrir de douleurs, donc ça va être des allers-retours à l'hôpital. Les symptômes, juste, c'est quoi les conséquences de cette maladie, la drépanocytose? Après, on ira voir Pascal qui va nous expliquer un petit peu c'est quoi la vie de tous les jours. Mais là, c'est quoi les symptômes? C'est quoi la problématique de cette maladie? Énormément de fatigue et beaucoup de douleurs. Donc des douleurs dans quasiment tout le corps, les articulations, les os. On peut à peine bouger tellement que c'est extrêmement violent, si je peux dire. Et les seuls remèdes qu'on a pour pallier à cette douleur, c'est la morphine. Et dans mon cas, la morphine parfois ne suffit pas, donc je suis amenée à prendre jusqu'à de la kétamine, mais en milieu hospitalier. Et dans les cas où justement ça ne suffit toujours pas, donc ils nous mettent en coma artificiel par le biais de la kétamine. D'accord. Et ça veut dire qu'aujourd'hui tu as un petit peu plus de 30 ans, hein? Oui. Et 36 cette année. 36 cette année, bien sûr. Et depuis petite, la douleur, c'est quelque chose que tu connais. Oui, exactement. Quand on te dit que est-ce que la douleur, ça se mesure de 0 à 10 mais je suis à 20. Quand tu es en symptômes comme ça... je suis à 20. Tu as fait. Ah oui, complètement. C'est une douleur tellement insupportable que même mes doigts, mes ongles, mes cheveux, je ne supporte plus. Le bruit aussi, ça m'est insupportable. Parce que ça dure jusqu'au moment où on prend un médicament pour atténuer la douleur. Oui. Et alors, ça dure quand je suis à la maison, que je peux tenir et supporter avec uniquement de la morphine. Kétamine, Skénan, pardon, donc c'est de la morphine. Alors oui, ça peut durer 1 semaine, des fois 2 semaines, mais les fois où les crises sont beaucoup plus conséquentes, malheureusement, je suis hospitalisée, ça peut durer 1 mois, comme ça peut durer 2 mois, ça dépend. Tant qu'on n'est pas soulagé, tant qu'ils n'arrivent pas à soulager cette douleur, on est en grande souffrance. D'accord. Pascal, toi qui vis avec Béatrice depuis quelques années, hein, cette souffrance-là qui est au quotidien, presque, au quotidien, je dirais, hein. C'est vrai. Comment tu le vis, toi, en tant que Pascal Roger, en tant que compagnon de Béatrice? Mari. Époux. Oui, c'est une souffrance quotidienne. C'est une souffrance qu'on a du mal à appréhender au tout début d'une relation amoureuse voilà. Mais en tout cas, c'est une relation qu'on doit savoir prendre en main pour essayer d'apporter un maximum de confort à la personne qui souffre. Et c'est tout un travail qu'on doit d'abord faire soi-même pour essayer d'apporter le meilleur pour l'autre. Donc la drépanocytose en elle-même, c'est quelque chose qui est très, très, très prenant dans la vie de quelqu'un, à la fois pour la personne concernée et puis pour ceux qui les accompagnent. Je suis, moi, accompagnant, je l'accompagne, et je peux vous assurer que c'est très dur au quotidien. Bien sûr. L'accompagner pour ne serait-ce aller aux toilettes, manger, se tenir debout, c'est un travail, mais alors, prenant.
Mais voilà, c'est une maladie qui est peu connue à La Réunion. Béatrice, ça t'empêche de vivre au quotidien? Tu travailles aujourd'hui ou non? Non, j'ai dû arrêter de travailler. Ouais. Je travaillais, mais je faisais beaucoup de malaise, en fait. Moi, je pensais que c'était des pertes de connaissances, mais en fait, il s'avère que c'était des micro-comas que je faisais. Beaucoup trop de douleurs, donc absente beaucoup trop souvent au boulot. Donc, je travaillais à l'époque, c'était encore Pôle emploi, à Pôle emploi de Sainte-Marie. J'ai dû arrêter. Tu es considéré comme à 100% par... oui. Là, je suis reconnue en tant que travailleur handicapé. Et je suis aussi à l'AH. Donc, je reçois la MDPH. Et à la maison, je suis équipée d'un lit médicalisé puisque je ne peux plus dormir sur un lit normal par rapport aux douleurs. Donc, le soir... Ça arrive souvent. C'est quoi la noria? C'est-à-dire un choix sur deux, 10 choix sur deux, ou c'est comment? Ça arrive trop souvent même. Bien souvent, c'est les nuits qui sont douloureuses. La plupart des nuits? La plupart des nuits, je suis hyper douloureuse puisque la journée, j'ai des douleurs, mais j'essaie quand même de bouger un maximum. Donc, tant que le corps il est un peu chaud, ça va, c'est supportable. Mais de lors où on se met au repos, on se met allongé, c'est là que la douleur, elle est terrible. Et là, c'est compliqué. D'accord. Donc, les traitements, tout à l'heure, j'ai parlé de la morphine, kétamine, etc. Mais il y a aussi d'autres traitements qui sont mis en place. Et ça part d'une personne, ça va différencier d'une personne à l'autre en fonction de son état. Et moi, en l'occurrence, pendant un bon moment, je faisais des échanges transfusionnels. Donc, c'est toutes les 6 semaines. C'est-à-dire, on enlève presque la totalité, on va dire. Voilà, la quasi-totalité de mon sang par le biais d'une machine. On va le remplacer par de l'eau. Et quand la machine elle va biper, voilà, sauf que la dialyse, tu as ton sang qui passe dans l'appareil, qui est nettoyé, et qui te revient vers toi. Ouais. Le mien, non. Le mien, on me l'enlève, on le jette puisque c'est pas récupérable et on remplace par d'autres poches de sang. D'accord. Et bien sûr, le fait de concevoir aujourd'hui un enfant est presque impossible. Ah oui, non, mais ça a été... Dieu merci, heureusement, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 4 enfants. Je ne veux plus. Je ne peux plus non plus. Mais c'est vrai que les 2 dernières grossesses que j'ai eues, ça a été des grossesses qui n'étaient pas... on ne l'attendait pas. Et ça a été des grossesses qui... je l'ai vécu extrêmement mal. J'ai failli perdre la vie. Donc pour mon avant-dernier, j'ai fait un arrêt cardiaque lors de l'accouchement, puisque justement, j'ai fait une grosse hémorragie interne à cause de la maladie. D'accord. Et les enfants, ils sont comment Ils sont malheureusement porteurs du gène, mais ils ne souffrent pas comme moi, en fait, puisque mon époux n'est pas porteur de la drépanocytose, mais moi, je le suis. Donc, ils ont une part du gène. Donc, ils sont porteurs, mais ils ne souffrent pas. En revanche... ils sont potentiellement porteurs. Exactement. Donc, l'intérêt de cette émission-là actuelle que tu nous offres, c'est de sensibiliser les gens, puisque je pense qu'il y a beaucoup de personnes sur la Réunion qui sont atteintes de cette maladie, mais qui ne connaissent pas. Comment faire pour diagnostiquer cette maladie? Alors, allez voir votre médecin traitant, demandez un électrophorèse de votre sang, de votre hémoglobine, et dites-lui ou elle, je ne sais pas qui est votre médecin. Je voudrais savoir si je suis porteur du gène de la drépanocytose. Et lui, il saura quel type d'examen il faudra vous donner pour pouvoir faire le test. C'est très important. Il faut lui dire aussi que tu es peut-être sensible à ça, puisque les parents aussi ont... Exactement. Il y a une traçabilité qu'il faut inscrire à la génétique. Mais bien sûr, puisque moi, étant porteur, donc j'ai mes enfants qui le sont. Mon époux, Dieu merci, il ne l'a pas, mais je l'ai transmise quand même à mes enfants. Demain matin, mes enfants grandissent, ils rencontrent quelqu'un. Si cette personne elle-même ne sait pas si elle est porteuse de la drépanocytose, mon fils ou ma fille vont faire un enfant avec cette personne qui, eux aussi, est porteur de la drépanocytose, mais ils ne savent pas. Leurs enfants vont énormément souffrir. Bien sûr. Tout à fait. Donc c'est pour ça que ce message de sensibilisation, faites le test, ça coûte rien. Et c'est surtout aussi pour, c'est la vie des gens qui sont en danger, la vie de vos enfants, de vos futurs petits-enfants, c'est très important. Bien sûr. Pascal, quand tes enfants sont nés, vos enfants sont nés, est-ce que tu avais cette appréhension de savoir si vraiment tout allait bien se passer ou sinon tu t'es dit, comme on a 50-50, il n'y a aucune chance que ça se passe mal? Très clairement, pour n'avoir aucune information sur cette maladie, quand je me suis mis en couple avec mon épouse, je ne connaissais absolument pas cette maladie. Pour vous dire, même les médecins généralistes
je dirais presque généraliste sur l'île de la Réunion, il y a, allez, je dirais 10 ou 12 ans, ne connaissaient pas cette maladie. Cette maladie, elle est quasiment tombée des nues, elle est quasiment tombée dans les mains des médecins, qui n'avaient peu de recul et ils savaient pas forcément comment réagir et quel traitement adapter. Donc moi, je l'ai pris avec sa souffrance et j'ai essayé d'adapter sa souffrance en essayant de pallier avec tout ce qu'on savait faire de notre éducation, notre savoir-faire, les tisanes. Vous voyez, la culture de nos anciens pour essayer de lui apporter un maximum d'apaisement et de soulagement. Bien sûr. Mais il est vrai que cette maladie, elle est malheureusement la tisane, toutes les produits de grand-mère et tout ça ne fonctionne pas. Il faut des antidouleurs quand même. Ouais, exactement. On a essayé. Il faut couper le lien entre la douleur et le cerveau qui est vraiment celui qui transmet la douleur. Exactement. Il n'y a rien d'autre à ça. Non. Même fumer un petit joint, ça n'a jamais... J'avoue que j'ai essayé. Voilà. Plaisante. Non, mais on rigole, mais c'est aussi une thérapie médicale. Exactement. On n'en parle peut-être pas assez, mais c'est aussi une thérapie médicale. Ouais, parce que là, c'est un antidouleur, parce qu'on sait bien qu'il y a dans notre joint... Voilà, exactement. Un phénomène. Il y a aussi le CBD aussi. Le CBD qui est autorisé. Exactement, c'est la molécule qui a été isolée. Qui marche chez pas mal de gens que je côtoie, avec laquelle je discute quand je vais en milieu hospitalier souvent, donc je discute avec eux. Donc il y en a pour certains, le CBD fonctionne, il y en a pour d'autres qui ne fonctionnent pas. C'est pour ça que je dis que ça dépend de tout à chacun en fait. Mon organisme n'est pas comme le vôtre, ni comme celui de mon époux. On va réagir différemment aux différents stimulus, différents médicaments, traitements qu'on nous donne. Bien sûr. Voilà. Mais je rends véritablement hommage à tous ceux qui sont confrontés à la même situation que moi, à des gens qui sont atteints de la même maladie que mon épouse et qui, au quotidien, sont confrontés à une difficulté qui, ma foi, parfois les dépasse, auxquelles parfois on a peu de réponses à apporter et qui demande un investissement humain qui est parfois au-delà, parfois même de ce qu'on est capable de faire. Et moi, pour autant vous dire, ça fait bientôt 15 ans que je la connais, ça fait 15 ans qu'on partage une vie ensemble. J'ai malgré tout mis tout mon savoir-faire, tout mon être pour essayer de lui apporter un maximum de confort au-delà de ce que peut apporter. Pascal, il y a bien sûr quelque chose qui est incommensurable, qu'on ne peut pas mesurer, puisque si tu es là 15 ans plus tard, vous êtes toujours ensemble, c'est l'amour quand même. On est d'accord, exactement. C'est l'amour. Exactement. Après, ça, on peut rien faire. On ne peut rien faire, exactement. Exactement. J'ai quitté moi un emploi où j'étais très bien payé, où je m'en sentais très bien, où quand on rentre le soir, où on nous retrouve son épouse dans le coma, une fois, 2 fois, 3 fois, le choix est vite fait. Où on aime son épouse, ou on aime l'argent. Donc je préfère, moi, me consacrer le temps et tout ce que j'ai de ma vie, apporter un maximum de bien-être. Et Béatrice, tout ça, c'est vraiment une aide qui est psychologique peut-être, mais qui vraiment dans ta tête te permet de résister, te permet de vivre, ou presque à la limite je voudrais survivre. Parce que quand on a une douleur comme ça qui est quand même assez intense, tout le temps, à un moment donné on se dit on ne vit plus, on survit, et on survit que par ses proches, par ses enfants bien sûr. Tu en as 4 et par Pascal aussi qui est là et qui te soutient. Par la famille. La famille aussi, l'entourage. Avec la famille qui était là, comment tu étais avec eux, comment ils te soutiennent. Tout ça, c'est des épreuves de la vie qui font que aujourd'hui, c'est vrai que la douleur, elle est là, elle est toujours présente, mais tu t'en habitues quelque part un petit peu. Oui, puisque quand on est bien entouré, et ça, c'est essentiel et nécessaire d'être entouré quand on est malade, mais bien entouré, puisque le psychisme, ça aide énormément à la guérison. Peut-être même si on ne va pas guérir, parce que c'est quelque chose qui, jusqu'à ce jour, ne se guérisse pas pour l'instant. On n'a pas trouvé de remède pour guérir. Non, rien du tout. Ils sont purement expérimentaux. Voilà. Aux États-Unis, notamment, ils sont plutôt novateurs sur le sujet, puisqu'ils viennent de mettre, je dirais, en pratique 80% presque sur le marché, un traitement qui est, semblerait-il, salvateur dans le sens où ça semblerait guérir les gens, mais novateur parce que ça utilise un peu ce qu'on appelle la thérapie génique. Après, quand on parle thérapie génique, on parle aussi des vaccins ARN et compagnie, donc après on peut avoir une espèce de doute, mais dans l'absolu, moi je pars du principe que si ça peut essayer d'aider la souffrance,
Et la souffrance, c'est ce qui représente aussi ce qui peut perturber toute une vie. Si on peut essayer de pallier à ça, ce serait... D'accord. Aujourd'hui, les douleurs, hein, quand Béatrice, tu les ressens où ça? Dans la tête, dans les membres, dans le corps, dans les articulations? Ah oui. Où ça? Je les reçois surtout dans mes articulations, dans mes muscles, dans mes membres inférieurs, supérieurs. Parfois, je les ressens plus dans les membres supérieurs qu'inférieurs. Ça, voilà, c'est de quoi rendre folle, en fait, puisqu'on se dit, mais bon sang, quand qu'on a mal à un endroit qui fait très mal, on s'énerve. Mais quand c'est dans quasiment tout le corps... C'est vrai. Là, tu vrilles vite fait. Hein. Donc, j'ai tout essayé, hein, l'hypnothérapie médicale jusqu'à en devenir autonome, les traitements médicamenteux, les remèdes de grand-mère. Après, pareil, pas tout remède de grand-mère, je pouvais utiliser, puisque comme c'est une maladie de sang, et il y a beaucoup de tisanes où je peux pas utiliser, je peux pas consommer, puisque ça va accentuer le problème. Voilà. Mais en tout cas, si j'ai un conseil à porter aux gens, n'hésitez pas à aller faire le test. C'est vrai. N'hésitez surtout pas aussi à en parler autour de vous. Si vous voyez un membre de votre famille ou de vos connaissances qui souffre de douleurs régulières, qui ne sait pas vraiment ce que c'est, posez-lui la question, demandez-lui s'il a déjà fait un test par rapport à la drépanocytose, puisque bien souvent c'est une maladie qui est là, mais on n'en parle pas. Les gens ne savent même pas s'ils sont atteints de cette maladie. On sait aujourd'hui le nombre de personnes qui, à La Réunion, sont porteurs de cette maladie. Non. C'est pas connu encore. C'est compliqué parce que vous avez plusieurs variantes. Vous avez la drépanocytose en tant que telle, avec 2 variantes. Là, on homozygote parle plutôt, et hétérozygote. Monozygote, hétérozygote. Après, vous avez une particularité qui se rajoute à cette maladie, ça s'appelle la thalassémie, ou la bêta-thalassémie, ou l'alpha-thalassémie. Donc c'est tout un dépistage qui font que on sait véritablement si la personne peut être très souffrante, moyennement souffrante ou peu souffrante. D'accord. Donc il y a tout un traitement qui est sensiblement analysé pour qu'on puisse adapter un traitement pour traiter ni plus ni moins la douleur. On ne sait pas traiter la cause, mais on peut traiter les effets. Les effets, voilà. C'est-à-dire les douleurs. Exactement. Voilà. Donc c'est la seule chose qu'on puisse faire aujourd'hui. Quand tu as des douleurs, tu ne cherches qu'une chose, c'est un antidouleur. Ah oui, c'est de la morphine en général. En général, voilà. Ça passe vite, ta morphine, ça marche bien. Ça dépend. En fait, j'attends pas trop non plus que ça s'aggrave, puisque sinon je suis amenée à aller à l'hôpital, ou alors à prendre de fortes. En fait, je le prends systématiquement tous les jours, parce que je me réveille en souffrance et je m'endors en souffrance. Donc systématiquement, je prends de la morphine. Mais en fonction de l'intensité, je veux doser ma dose de morphine en conséquence, en fait. Donc, tu as de la morphine qui agit sur du 12 heures, donc sur du long terme, mais qui ne va pas agir forcément immédiatement. Là, tu es venu toute la journée ici avec nous, parce que tu as passé toute l'après-midi avec nous, depuis presque midi. Et là, tu as pris ce matin, mais tu as dosé, tu savais que toute la journée, tu allais être à l'extérieur, et donc le sujet peut-être assez douloureux. C'est vrai, mais je sais que pertinemment, là, au bout d'une heure et demie ou 2 heures, quand je serai rentré chez moi, mais je sais que là, ça va commencer. Et chez elle, ça va être une pénibilité, notamment pour les enfants. Et ça, il faut que je rappelle aux gens qui nous écoutent que cette pénibilité, elle ne se vit pas qu'uniquement au chez le malade, c'est surtout des malades au point de vue de ceux qui les accompagnent, les alentours aussi. Et les enfants sont beaucoup plus impactés par ça. Et c'est véritablement. Les enfants, ils ont de quel âge? Alors, mon fils aîné, il a 16 ans. Notre fille, elle a 13 ans, elle aura 14 ans cette année. Noah, il vient d'avoir 10 ans. Et Liam vient d'avoir 5 ans. Voilà. Et ils ont tous connu ta maladie. Ils vivent au jour le jour. Depuis qu'ils sont nés, ils ont vu maman souffrir, rentrer, sortir de l'hôpital, le SMUR qui vient à la maison. Mais on est fiers de ça. Ils ont grandi là-dedans, quoi. C'est vrai. Mais on est fiers de les accompagner, d'essayer de les rendre moins impactés par ce genre d'événements pénibles. On s'aperçoit que ça les rend beaucoup plus forts. Ils deviennent de plus en plus forts face à ce genre d'événements ou ce genre de contraintes familiales qui... Bien sûr, parce que c'est devenu un petit peu quelque part leur quotidien quand même. Exactement, c'est leur quotidien. Rentrer à 16h, quand ils quittent l'école et arriver à la maison, ils s'aperçoivent qu'il y a l'ambulance ou le SAMU qui est à la maison et prendre maman et l'emmener à l'hôpital. Il faut les accompagner. Et ça, souvent, c'est ce que je suis amené à faire. Et
je te remercie en tout cas, Jean-Claude, pour nous donner cette occasion, mille merci encore, hein, de nous donner cette occasion de partager notre souffrance, parce que c'est aussi une souffrance, c'est d'abord une souffrance, pour qu'on puisse essayer qu'on puisse nous reconnaître avec tous ceux à La Réunion qui vivent la même chose que nous, Oui. mais pour qu'on puisse faire savoir un peu ce qu'on vit et qu'on puisse partager ça. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup merci à vous d'avoir fait ce choix de venir en parler, parce que je sais que c'est difficile d'en parler, surtout d'une maladie comme ça que tout le monde ne connaît pas ici et que tout le monde n'est pas habitué ici avec de maladies. Hein, merci beaucoup, Béatrice. Merci. Roger, Pascal. Nous sommes les premiers à vous remercier. Merci beaucoup. Hein, on espère. De toute façon, tu es habitué ici de temps en temps qu'on y a Nounos qui vient. Ici, tu es là avec nous. Tu l'appelles comment, Nounos? Deuxième famille. Je l'appelle Papy, en fait. C'est mon petit papy de cœur. Donc, voilà. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci aussi à Richard qui est à la technique aujourd'hui, qui nous a suivi toute cet après-midi ici même dans cette petite émission Zigzag, émission où on parle de choses très importantes. D'ailleurs, la preuve, on a parlé aujourd'hui de la drépanocytose. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles émissions, bien sûr. À bientôt. Merci.